Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité et qui consacre son dossier pour cette semaine à un dossier international, la crise ukrainienne. Depuis le 2 décembre dernier, pour la première fois depuis plusieurs années, les chefs de la diplomatie respectifs russes et américains se retrouvent autour de la table du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OSCE qui se déroulait à Stockholm. L'occasion pour les deux représentants de faire valoir plusieurs positions alors que les accusations fuient de part et d'autre, en particulier autour d'un sujet récurrent qui est l'Ukraine. La prétendue intention de Moscou d'envahir l'Ukraine du côté russe. Le ministre des Affaires étrangères accuse l'OTAN et ses alliés de refuser d'étudier les propositions visant une désescalade des tensions et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a mis en garde lors d'une prise de parole. Le scénario cauchemar de la confrontation militaire fait son retour. Le représentant russe a accusé l'Alliance Atlantique de continuer à rapprocher son infrastructure militaire des frontières russes et a appelé à trouver une solution dans le cadre d'un dialogue avec les États-Unis et leurs alliés. De l'autre côté, Washington est par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui s'est entretenu avec Sergei Lavrov pendant une demi-heure, a assuré que les États-Unis étaient profondément préoccupés par les plans de la Russie en vue d'une nouvelle agression contre l'Ukraine. Si la Russie décide, selon ses paroles, de continuer sur la voie de la confrontation, elle subira de graves conséquences, a en outre menacé le représentant américain selon des propos cités par l'AFP. La meilleure manière de prévenir une crise, c'est la diplomatie, a-t-il ajouté, dans un autre registre, se disant prêt à faciliter la mise en œuvre des accords de Minsk conclus en 2015, ceci visant à régler le conflit en cours dans l'Est ukrainien, mais les différents partis s'accusent mutuellement de ne pas en respecter les dispositions. Des accusations de part et d'autre, ce dossier, cette crise d'Ukraine, nous allons débattre de ce dossier avec notre invité, notre expert en politique internationale, M. Bedis Khnissa, en direct de Paris. Bonjour M. Bedis. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Bedis Khnissa, les tensions montent ces dernières heures ou ces derniers jours entre la Russie, on va dire pas l'Ukraine, mais entre l'Occident représenté par l'OTAN. Si aujourd'hui on est là pour éclairer l'opinion publique algérienne et la diaspora, quelles sont les racines, on va dire, de cette crise? Quelles sont les racines de cette crise? Écoutez, comme vous l'avez évoqué si bien en introduction, la question du conflit Ukraine-Russie est une question, on va dire la sempiternelle question qui revient à chaque fois. C'est un conflit répétitif. Vous l'avez aussi mentionné, il y a eu des accords pour effectivement d'abord avoir un cessez-le-feu qui a été très fragile et violé rapidement, notamment par les accords de Minsk 1 et Minsk 2 d'ailleurs, et ensuite aussi les accords de Normandie d'ailleurs, auxquels la Russie préconise à revenir sur ces accords pour enfin obliger l'Ukraine à vraiment respecter en tout cas les clauses signées à l'époque que l'Ukraine de son côté refuse, prétextant qu'effectivement ils ont été signés sous le joug de la Russie, mais surtout avec des présidents pro-russes à l'époque. Donc vous voyez la complexité, je dirais, de la question en elle-même, mais comme vous le dites, il faut revenir un peu à la genèse. La région du Donbass, la région en fait en question, donc côté Ukraine, est une région pro-russe à quasi 60-66%. Donc les 2/3 de la population russe, d'ailleurs citoyens et responsables politiques inclus, donc des députés, des élus, sont pro-russes. Donc ça, il y a une histoire intrinsèque entre les deux pays qu'on ne peut pas, sur un coup de stylo, sur un coup d'accord, les effacer. Donc il y a une étroite collaboration. N'oublions pas que c'est des pays qui appartenaient à l'ex-URSS, donc l'Union soviétique. Donc il y a au-delà de l'histoire et de la culture, il y a aussi un rapprochement politique, militaire et autres. Sauf qu'aujourd'hui, l'Ukraine est devenue quelque part, entre parenthèses, un alibi pour l'Occident,
et notamment à travers l'OTAN, qui est chapeautée par les États-Unis, comme vous l'avez bien vu lors des dernières évolutions. Donc, qui fait que cet alibi est devenu un peu ce cheval de Troie pour permettre à l'Occident et donc aux États-Unis de régler ses comptes. Mais si vous me permettez, et pour justement éclairer les téléspectatrices et téléspectateurs, je pense qu'il faudra revenir sur les motivations pour comprendre un peu ce conflit. Aujourd'hui plus que jamais, parce qu'il est accentué, nous sommes en train d'évoquer des prémices d'une guerre déclarée, même si pour moi, bon, je détaillerai un peu plus tard que la Russie n'ira pas à ce point, mais ceci étant, côté américain et donc côté occidental, on évoque quasiment une guerre inéluctable. Cependant, il faut comprendre que depuis ce que j'ai appelé entre parenthèses les printemps arabes, et notamment syriens, il y a eu l'émergence d'un nouvel ordre mondial qui est quasiment établi, qui a été établi par la Russie et sa position et sa posture à l'époque aux côtés des Syriens. Donc vous noterez très facilement que la Syrie, à ce jour, est un pays qui a été effectivement touché par le printemps arabe, mais qui est resté debout et qui, aujourd'hui, est resté souverain aux côtés des Russes et des Turcs tardivement, un peu plus tard. Donc, si vous voulez, ce petit grain de sable dans la mécanique occidentale a fait qu'aujourd'hui, la Russie est devenue naturellement l'ennemi à abattre. Donc, étant dans l'équation régionale, donc dans le Middle East, donc le Moyen-Orient et le Grand Moyen-Orient, sachant qu'il y a un voisin qui s'appelle l'entité sioniste et Israël, donc la Russie est devenue un peu celui qui tient tête au projet ou au grand projet avoué, inavoué des États-Unis et de l'Occident. Donc le point de départ, si vous voulez, l'impulsion est venue d'ici, l'étincelle est venue d'ici. Donc ensuite, s'ensuit des évolutions, notamment, vous avez vu l'annexion effectivement de Sébastopol il y a quelques années. Donc la Russie est aussi entrée dans une relation, je dirais, de tête à tête, dans une relation pour faire respecter sa souveraineté, mais surtout pour faire respecter les pays qui lui font allégeance, et notamment certains pays ex-URSS. D'une part. D'autre part, bien évidemment, il faut aussi faire une radioscopie de l'autre côté occidental. Vous savez très bien que les États-Unis, avec, on va dire, la nouvelle administration Biden, est une administration qui se cherche en matière de relations internationales. Pour faire simple, très simple, même avec des mots très simples, aujourd'hui, Biden essaye de changer sa relation internationale, et notamment avec la Russie avec une relation plus agressive. N'oublions pas que la démocratie américaine est malade. Nous l'avons vu par l'incident en tout cas le Sénat américain récemment, où il y a eu une violation justement de ce Sénat, pardon. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, Biden essaye de créer une impulsion pour réunir les Américains autour d'une cause, et notamment le Patriot Act. Donc, la Russie est, je veux dire, la victime parfaite, entre parenthèses. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, parallèlement, vous avez l'OTAN aussi, faut-il le rappeler, qui connaît une division intrinsèque, une division, on va dire, historique au sein même de ses rangs. Donc les forces armées, ils ont du mal effectivement à rallier les volontés des pays des uns et des autres, notamment militairement parlant, vers des causes ou vers des opérations internationales. Vous avez également la Turquie qui pèse de tout son poids. Rappelons-le que c'est le premier contingent de l'OTAN, donc qui va aussi peser de tout son poids dans cette équation. Et vous avez l'Union européenne également, notamment avec la France, l'Allemagne qui se cherche effectivement avec un changement de pouvoir, notamment avec le départ de Merkel. Emmanuel Macron, dans un élan d'élection présidentielle, essaye de gagner quelques points sur la scène internationale. Monsieur Bedis Khlissa, avant d'aller sur l'entrée spectaculaire de la France hier dans ce conflit, au début, beaucoup d'experts disent que les racines aussi de cette crise, c'est que les Occidentaux ont dépassé un accord très ancien. La Russie et l'OTAN se sont convenus, juste après la Deuxième Guerre mondiale, que les frontières militaires de l'OTAN, les infrastructures militaires de l'OTAN n'arrivent pas, en aucun cas, aux frontières russes, ce qui faisait
que tous les pays frontaliers avec la Russie ne sont pas alliés avec l'OTAN. Donc les experts disent que le premier qui a allumé le feu, c'est bien l'OTAN. Absolument. D'ailleurs, vous me permettez de revenir sur une question. L'OTAN lui-même aujourd'hui est un affront, en tant que structure, est un affront par rapport à la Russie, parce qu'il ne devrait pas plus exister en tout cas. Parce que là, en fait, on sous-entend qu'il y a toujours ce conflit, cette guerre froide que d'ailleurs les États-Unis a évoqué récemment pour la raviver et la remettre sur la table. Donc, mais l'OTAN lui-même, j'allais y venir justement dans les motivations et les racines, comme vous dites, de ce conflit. Effectivement, la Russie aujourd'hui, légitimement, elle demande une chose très simple, notamment d'abord revenir sur les accords de Minsk, Minsk 2 ou même Normandie, dans lesquels, effectivement, il y a cette, indépendamment du cessez-le-feu bien entendu, il y a cette question que la Russie y tient beaucoup, celle de l'autonomie des fédérations en tout cas et des régions de l'Ukraine, notamment pour faire valoir ensuite cette allégeance à la Russie via des élections locales que la Russie d'ailleurs avait préconisées à l'époque dans les accords. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de processus démocratique demandé par la Russie, d'une part, politiquement parlant j'entends, pour résoudre cet incident d'une manière diplomatique et surtout politique et pacifique. De l'autre côté, effectivement, vous avez cette question légitime aussi d'un pays souverain comme la Russie qui demande des garanties sécuritaires, notamment sur ses frontières, notamment côté ukrainien ou côté même ouest de la Russie, sachant qu'effectivement, dans les accords de Minsk, par exemple, il est question d'éviter ou d'interdire cette adhésion que redoute la Russie de l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui ferait que, de facto, l'OTAN deviendrait voisin un peu de la Russie. On pourrait facilement faire une transposabilité avec ce qui se passe en Algérie, ses frontières à l'ouest, et un nouveau voisin, on va dire inattendu, et très dangereux. Donc, si vous voulez, la Russie, aujourd'hui, elle veut imposer d'abord le tempo, elle veut imposer via ses pressions, notamment, et cette guerre, entre parenthèses, déclarée à travers la mobilisation de plus de 100 000 hommes, quand même, sur ses frontières, ce qui est normal, parce que elles se sentent menacées, elles se sentent dans une posture on va dire, d'agressés, donc de victimes. Aujourd'hui, l'Occident profite, comme vous l'avez si bien dit, avec l'OTAN, qui a déjà déployé plusieurs forces, plusieurs agents espions et autres sur le long de la frontière, afin de permettre demain, in fine, et c'est ce qui est attendu, que l'OTAN devienne le voisin direct de la Russie et donc qui pourrait surveiller ses faits et gestes, notamment militaires, et tout ce qui est déploiement et évolution en matière de recherche militaire. Monsieur Badis Khlissa, vraiment la tension est vive. 150 000 soldats russes, des manœuvres militaires russes avec armes et munitions réelles sur les frontières ukrainiennes, des vols, des pourchasses de grands avions et des avions de chasse russes qui poursuivent des avions de chasse français dans la mer Noire. Donc, toute cette tension, 8500 soldats américains qui sont déployés en Ukraine, est-ce que vraiment, selon vous, comment voyez-vous cette montée de tension? Est-ce que réellement c'est un coup de poker, c'est un coup de bluff entre les deux parties ou réellement ça va se jouer sur le terrain? Ça peut être, comme vous le dites, un poker menteur, ce qu'on dit en matière de poker. Donc chacun de son côté essaye de ne pas se voiler la face, quelque part entre parenthèses, sachant que si on rentre vraiment dans une évaluation objective de ce conflit, il y a quand même un côté, un parti qui essaye d'en profiter, d'instrumentaliser ce conflit de manière à le rendre idéologique. Et c'est le terme. Donc aujourd'hui, les négociations sont en point mort parce que vous avez d'un côté la Russie qui demande légitimement faire valoir un accord et faire valoir ses droits en tant que pays souverain, notamment en corrélation avec les droits internationaux qui régissent justement la souveraineté des pays. Et de l'autre côté, vous avez un parti chapeauté par les États-Unis, bien évidemment, qui, lui, rend cette question idéologique, donc, et qui ravive, comme je disais tout à l'heure, cette guerre froide inavouée, mais officiellement. Donc, ce qui fait que cette complexité s'accentue, s'accrue, notamment aussi par, et faut-il le rappeler,
la multiplication, la diversification, je dirais même des acteurs et des médiateurs dans cette question, ce qui nous pousserait aujourd'hui à arriver à une conclusion de dire que finalement, est-ce que l'Occident souhaite réellement, on va dire, une résolution pacifique de cette question, ou il souhaiterait justement une escalade, pas forcément militaire, mais une escalade, on va dire, politique, diplomatique, géopolitique dans la région, pour effectivement permettre un gel des relations et puis surtout isoler, diaboliser la Russie dans cette équation. Monsieur Bédis, sur ce point, même quand on joue au poker avec la Russie, peut-être que vous avez évoqué la crise syrienne et tout le monde a vu. On a joué sur ce temps entre les États-Unis et la Russie avec des contingents très importants en Méditerranée, en flotte russe qui était à Ladiriya. Là, la question russe a été tranchée directement. La Russie était sur terrain en Syrie. Donc, ce scénario peut-il être renoué ou renouvelé de nouveau sur la crise ukrainienne ? Surtout que cette fois, il est question des frontières russes. Tout à fait. Alors sur la question syrienne, encore une fois, ce que j'expliquais en introduction pour un peu planter le décor et contextualiser ce conflit, la Russie a tenu tête à un grand projet dans le Moyen-Orient. Vous l'avez, je pense que tout le monde a compris on parle du projet du Grand Orient. Donc, et c'est le seul pays dans lequel, effectivement, la Russie a intervenu d'une manière directe, militairement parlant, comme vous l'avez si bien dit, avec des bases militaires sur place, avec, elle a maté la rébellion locale, Daesh, la lutte contre le terrorisme et autres. Donc, si vous voulez, elle a un peu détourner ou dénaturer un peu le projet initial de certains pays, notamment néocoloniaux et occidentaux. Donc, ce qui fait que de la Russie aujourd'hui est un maillon fort, mais qui devrait rapidement être exclu de l'équation de manière rapide et manu militari. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, encore une fois, je me répète, c'est un alibi de manière à peut-être régler les comptes, le passif, notamment sur la Syrie, parce que la Syrie est une question dans laquelle l'intervention, la question ne s'est pas posée. Donc il y a eu une demande et un besoin urgent de la part de Bachar al-Assad. On a bien saisi le sens, sachant que la Syrie était parmi les premiers pays dans lesquels on a eu le printemps arabe, pour pas dire le premier. Donc la Russie a saisi rapidement le sens de cette évolution rapide dans la région, notamment dans le Moyen-Orient, et a tout de suite tendu la main, tendu la perche à Bachar al-Assad, qui l'a accepté rapidement via des accords militaires, des accords de sécurisation de la région. Donc, et de là est parti bien évidemment ce passif, et ce qui explique aujourd'hui que les États-Unis, elles souhaiteraient, via ce conflit, régler ses comptes, via aussi les lobbies qui régit quelque part l'administration américaine, vous l'avez compris, essayent également de régler ses comptes pour quelque part assainir la situation au Moyen-Orient et reprendre la main. Ça, c'est d'une part. La Russie aujourd'hui... Monsieur Bédis, je m'excuse. De la part de l'Ukraine, le président ukrainien, hier, dans une conférence de presse, hier le 28 janvier, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a déclaré dans une conférence de presse pour les médias étrangers que les Occidentaux, il a appelé les Occidentaux à ne pas semer la panique au sujet des tensions avec la Russie, accusée par les États-Unis, notamment d'envisager l'invasion. Il a dit mot par mot que il avait peur plus pour une déstabilisation à l'intérieur que d'une invasion russe. Ceci dit que, franchement, tous les experts disent qu'il n'est pas dans l'intérêt russe, ni de près ni de loin, d'envisager une invasion militaire terrestre de l'Ukraine. Absolument, et ça va exactement dans le sens de ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que cette diversification des acteurs et des médiateurs, et notamment ceux qui lead un peu, qui chapeautent la chose, notamment au côté ukrainien, où je dirais aujourd'hui c'est plus un conflit par procuration qui se passe sur le territoire ukrainien pour régler les comptes contre un ennemi juré qui est la Russie. Donc d'une part, d'autre part, et effectivement cette déclaration elle-même résume, les pressions que peut exercer l'Occident sur l'Ukraine
à l'emmener vers, on va dire, un angle fermé dans lequel il y a cette inéluctable question de la guerre. Et vous savez, je pense qu'aujourd'hui, et l'Ukraine et la Russie savent pertinemment que aller vers la guerre est une question inenvisageable, voire inimaginable. Il n'y a que les Occidentaux, notamment avec une espèce de surenchère, parce que nous avons vu des déclarations ici et là, récemment avec Emmanuel Macron, donc avec ce langage de menace, ce langage de violence, c'est aussi ce risque de, on va dire, de punition, notamment économique. Certaines mesures vont être prises, notamment par les États-Unis, si toutefois il y a une invasion. Je veux dire, il y a moult scénarios côté occidentaux, mais côté russe, et notamment les belligérants, on va dire, principaux de la question, notamment l'Ukraine et la Russie, eux savent pertinemment qu'il n'y aura pas de guerre. Poutine, aujourd'hui, est assez malin pour ne pas tomber dans le piège construit de A à Z par l'Occident, notamment par les États-Unis. Il sait pertinemment que les répercussions, d'abord pour son pays, mais surtout pour le monde, parce que quand les États-Unis menacent de porter atteinte à l'économie russe, indirectement, elle menace aussi l'économie mondiale, sachant qu'aujourd'hui, à l'ère du capitalisme à outrance, le monde commercial est devenu un petit village. Donc, encore une fois, je reviens sur cette question. Cette diversification a complexifié finalement les relations bilatérales et en parallèle, d'ailleurs, j'ajoute à votre déclaration, notamment celle du président ukrainien, côté russe, pas plus tard qu'hier, donc Medvedev a déclaré, on va dire, inviter le président ukrainien à venir en Russie pour, on va dire, ouvrir des pourparlers francs à bâton rompu, d'une manière Monsieur directe. Bédis, nous allons revenir sur ces pourparlers entre la Russie et cette table de dialogue que Medvedev a évoquée. Nous allons marquer une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous. Chers amis téléspectateurs, rebonjour dans ce deuxième partie du débat de l'actualité qui consacre son dossier du débat aujourd'hui pour la crise internationale, la crise en Ukraine. Que se passe-t-il réellement entre la Russie et l'Occident? Et toujours avec notre expert en politique internationale en direct de Paris, Monsieur Bédis Khnissa. Rebonjour. Bonjour et merci encore. Monsieur Bédis Khnissa, nous avons vu cette, on va dire, agression ou ces menaces directes du président français Emmanuel Macron, ce nouveau ton envers la Russie. Il a menacé la Russie de conséquences graves et de répliques de la part de l'OTAN pour revenir hier vendredi à un coup de téléphone entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine pour parler de probables négociations et de tables rondes et de dialogue pour régler cette crise. La France ou Emmanuel Macron parle-t-elle d'elle-même ou au nom d'un groupe? Et est-ce que vraiment, vu les experts, est-ce que vraiment la France peut menacer la Russie? Non, je pense que la France aujourd'hui, via Emmanuel Macron, parce qu'elle est incarnée par Emmanuel Macron, qui a vraiment pris le dessus en matière de gestion diplomatique, qui plus est, à la veille peut-être d'une déclaration de candidature à la présidentielle, donc à quelques semaines des élections présidentielles, il a les yeux rivés sur sa courbe de popularité pour sa future réélection. Donc effectivement, il essaye de user de tous les moyens. Nous l'avons vu récemment avec son discours à l'occasion de la présidence de la France pendant 6 mois de l'Union européenne. Et je pense que c'est ce qui peut-être lui a donné cette idée de vouloir peut-être chapeauter, prendre le lead d'une manière naturelle et parler peut-être au nom de l'Europe, ce qui est inacceptable d'un point de vue d'abord organique, mais surtout des deux autres pays, notamment l'Allemagne comme locomotive européenne.
D'ailleurs, l'Allemagne qui est restée un peu discrète sur la question, qui préconiserait une solution plutôt pacifique sur la table diplomatique. Ceci étant, pour Emmanuel Macron, c'est un peu différent, parce qu'Emmanuel Macron est dans une dynamique dans laquelle il pense que la Russie, effectivement, est en état de faiblesse, on va dire, cerné par l'Occident, cerné par l'OTAN, dans lequel lui, il se projette comme un peu le Messie, hein. Rappelons cette force qu'il a proposée spatiale, cette force commune européenne. Enfin voilà, donc il a beaucoup d'idées quelque part, mais qui sont un peu en vrac malheureusement. Et il souhaiterait effectivement mettre à genoux la Russie via des déclarations, comme vous l'avez très bien dit, déclarations violentes, agressives, alors que il sait en même temps, comme on dit, hein, comme il le dit si bien, les États-Unis pourraient, et c'est ce qu'elle ferait d'ailleurs, prendre une décision d'une manière unilatérale, comme elle l'a fait par le passé, notamment pas plus tard que le redéploiement des forces américaines, ou le départ des forces américaines de l'Afghanistan, qui a été perçu comme une espèce une agression, comme une gifle diplomatique de la part des États-Unis envers les autres pays, notamment la France, qui était impliquée, qui n'avait même pas eu le temps de démobiliser ses troupes. Donc, en partant de là, vous voyez que effectivement les relations internationales, ce sont des questions d'intérêt. Les États-Unis est en train d'essayer de presser, comme d'ailleurs la Russie de son côté, donc d'user de cet incident pour maintenir une pression phénoménale sur les uns et sur les autres. Vous avez quelques acteurs intermédiaires, secondaires quelque part, comme aujourd'hui la France, qui souhaiterait un peu tirer son épingle du jeu et avoir un rôle plus ou moins prépondérant dans cette équation. Mais encore une fois, l'équation in fine, elle se terminera entre les deux acteurs principaux et notamment les États-Unis de l'autre côté. Monsieur Badis, Khnissa, tout ce conflit et tout le monde est d'accord que si un conflit éclate entre la Russie et les États-Unis, qui est en train de, on va dire, présider ou de guider l'OTAN, la guerre sera en Europe en elle-même. L'Allemagne, au jour d'aujourd'hui, elle joue un grand rôle discrètement, mais c'est un grand rôle diplomatique vu les enjeux économiques. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, entre l'Allemagne et la Russie, il y a le Gaz Stream, le grand projet, le gazoduc russe. Allemand, il y a des enjeux énergétiques envers l'Europe, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout dans l'intérêt européen d'approfondir ou de faire éclater une telle crise militaire. Nous l'avons vu, effectivement, le défi aujourd'hui est un défi énergétique à terme. Hein, donc, qui plus est, dans des balbutiements ou dans des perturbations, je dirais, du marché de l'énergie. Je pense que l'Europe aujourd'hui le subit de plein fouet. Aller jusqu'à une guerre déclarée militairement sur le terrain entre la Russie et l'Ukraine et on va dire contre-productive, mais surtout au désavantage de l'Europe et donc de l'Occident. Aujourd'hui, nous avons vu, parallèlement, vous l'avez dit, il y a fatalement une incidence, d'ailleurs pas que sur l'énergie, sur le marché de l'énergie, effectivement, avec la flambée du baril de pétrole, avec la flambée aussi du gaz naturel, sachant que l'Europe aujourd'hui dépend à hauteur de 35% de son gaz, du gaz russe, notamment le Nord Stream et le Nord Stream 2 qui ont en construction d'ailleurs, qui est sujet de sanctions côté américain pour essayer de, on va dire, stopper ce projet qui relie la Russie à l'Allemagne directement. Donc, il y a aussi des incidences, comme j'expliquais tout à l'heure, s'attaquer ou exercer des sanctions sur l'économie russe, c'est attaquer l'économie mondiale. Il y a une incidence notamment fatale et directe, frontale sur le PIB mondial, hein, donc le produit intérieur brut qui, selon certaines estimations, reculerait de 0,9 points par mois, ce qui serait fatal au vu justement des conséquences déjà non digérées de celles du Covid-19. Donc vous voyez bien qu'il y a aussi d'autres conséquences directes ou indirectes, notamment sur les marchés boursiers, sur les marchés financiers, sur les banques, sur les sociétés, les fameuses sept sœurs, notamment les majors du parapétrolier, Shell, British Petroleum et toutes les sociétés qui ont des actions, notamment dans le gisement Sakhaline, hein, le plus grand gisement gazier au monde, en Russie, donc en Sibérie. Vous voyez très bien que il y a aussi, faut-il le rappeler, d'un point de vue alimentaire, puisque la question aussi est au défi alimentaire dans les années, les décennies à venir. L'Ukraine et la Russie, ce sont les
premier exportateur donc de blé, voilà, ça voudrait dire qu'il y aura une crise justement alimentaire interplanétaire qui serait défavorable et pour l'Occident, l'Europe, et aussi pour les autres pays, notamment l'Occident et même l'Afrique. Donc, mais faut rappeler aussi que dans ce conflit, il y a aussi d'autres acteurs qui peut-être sont discrets, mais qui pèsent de tout leur poids. J'ai évoqué tout à l'heure un peu la Turquie. Il y a une visite prévue de Poutine à Istanbul. Donc, vous avez également la Chine qui aussi compte peser de tout son poids dans l'équation. Donc, des alliés. Et ça aussi, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à l'émergence de ce nouvel ordre mondial dans lequel beaucoup de pays se sont positionnés ou même repositionnés via des alliances internationales dans le cadre ou dans l'optique plutôt pour certains survivre, pour d'autres peut-être asseoir leur pouvoir davantage dans des régions qui étaient jusque-là inimaginables à cerner ou même à prendre sous son aile. Monsieur Khnissa, pour finir cette crise, les enjeux sont de taille. Du côté russe, il est impensable d'avoir des installations militaires de l'OTAN. On va dire c'est les batteries antimissiles, des missiles balistiques ou Tomahawk ou des installations américaines à côté des frontières russes. C'est des menaces directes. Du côté américain, la Russie est considérée comme l'ennemi traditionnel à abattre, comme vous l'avez si bien évoqué, qui est en train de faire capoter tous les projets occidentaux, surtout dans le Moyen-Orient, et qui est en train de faire une balance de puissance mondiale que peut s'allier beaucoup d'autres pays qui ne sont pas vraiment pro-occidentaux. Donc, ce conflit doit finir de part et d'autre par la victoire d'un parti sur l'autre. Si les deux partis, chacun va maintenir sa position, cela pourra vraiment aller au cauchemar. Tout à fait. Enfin, en tout cas, tous les scénarios sont envisageables. Ils sont sur la table. Donc, de part et d'autre, d'ailleurs, la Russie s'inscrit dans une posture de guerre. Et c'est tout à fait normal parce qu'elle a besoin aussi de bomber le torse, comme les États-Unis le fait de l'autre côté. Elle a besoin de montrer aussi sa capacité et sa force militaire sur le terrain. Et tout le monde sait, au fait, que c'est une force quand même inégalée. C'est une force, on va dire, avec le système des S-400, des S-500 récemment. Donc, elle a une faculté militaire à régler le problème à sa source si besoin. Et ça, c'est ce qui a été déclaré il n'y a pas si longtemps par le ministère des Affaires étrangères et le ministre de la Défense. Donc, vous voyez très bien qu'il y a une espèce d'escalade, une surenchère de posture d'abord, et de plutôt linguistique et vocabulaire que d'actes sur le terrain. Maintenant, effectivement, tous les scénarios sont envisageables, et notamment les plus catastrophiques, d'aller en guerre, mais encore une fois, et l'Ukraine et la Russie savent très bien que c'est un scénario inenvisageable, c'est un scénario qui n'est même impensable, en tout cas d'un point de vue culturel, historique et de collaboration entre les deux pays. Parce que vous aurez d'abord une guerre civile au côté ukrainien, comme j'ai expliqué, il y a une forte population, une masse de population qui est pro-russe, donc ce n'est pas rien, je dirais. Donc vous avez un peu une cinquième colonne qui s'inscrit et qui se crée rapidement comme un front intérieur pour déstabiliser l'Ukraine. Et l'Ukraine, je pense, a saisi le sens aujourd'hui qu'elle est exploitée, instrumentalisée dans une équation beaucoup plus grande qui la dépasse finalement, qui dépasse cette histoire du Donbass. La résolution se fera, certes, tôt ou tard. Elle se fera certainement par les voies diplomatiques. Comme on dit, misère des diplomates, grandeur de la diplomatie. Donc, elle se fera sur la table, autour d'une table ronde, dans lesquelles et l'Ukraine et la Russie vont devoir, d'une manière directe, asseoir, mais surtout prendre des décisions ensemble, sans interférence, je dirais, parce que effectivement, il est question un peu de surenchère où chacun ne voudrait pas perdre cette bataille, sachant que côté américain, c'est un peu, ils ont jeté toute leur force et leur crédibilité dans cette bataille. Joe Biden essaye effectivement via une nouvelle politique plus agressive côté envers les Russes, à vouloir peut-être rassembler autour de lui, rassembler le front intérieur, mais encore une fois,
la résolution reviendrait aux deux belligérants principaux, notamment l'Ukraine et la Russie, qui eux savent très bien que ça finira par peut-être un accord Minsk 3 dans lesquels ils trouveront un commun accord pour résoudre ce problème d'une manière pacifique, encore une fois, car l'autre scénario est non seulement catastrophique, mais constituerait un cataclysme interplanétaire aux conséquences, je dirais, peut-être irréversibles sur des décennies et sur les générations à venir. Sur cela, une dernière question avant de clôturer ce débat. Monsieur Bédis, n'est-il pas dans l'intérêt de quelqu'un ou des intérêts cachés de certaines entités d'allumer la mèche? Écoutez, c'est le chaos organisé. Donc, c'est un concept qui a été effectivement inventé au Moyen-Orient et par un pays que vous connaissez, donc l'entité sioniste. Donc le vieil adage, diviser pour mieux régner. Donc nous l'avons vu en Algérie, qui a été la cible d'attaques et d'hostilités, notamment avec un dessein beaucoup plus profond et intrinsèque, notamment la sionisation et de l'Afrique du Nord et même de l'Afrique via on va dire la tentative de hold-up, je dirais, de l'Union africaine par l'entité sioniste via le cheval de Troie qui est le Marzen. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, on peut facilement faire une transposabilité avec ce que nous vivons aujourd'hui en Algérie via un peu les dangers qui guettent l'Algérie dans sa souveraineté, dans sa sécurité, dans son intérêt aussi et l'intérêt de ses pays amis. Donc, effectivement, il y a cette volonté de vouloir maintenir le monde sous stress permanent, sous tension permanente, de manière à pouvoir voguer un peu à ces projets inavoués, intrinsèques, notamment côté entité sioniste, bien évidemment, sous l'aile, on va dire, de certaines forces occidentales, et permettre et faciliter surtout l'obtention ou surtout la consécration de ce projet. Donc effectivement, mais la Russie, je pense que depuis le début et depuis des décennies, a saisi le sens de ce projet ou de ce destin machiavélique, et c'est pourquoi aujourd'hui elle se dresse comme un peu le rempart à ses côtés plutôt, je dirais, ses alliés historiques, ses alliés militaires, ses alliés stratégiques. Et je pense que l'Algérie en fait partie aujourd'hui, d'abord par cette collaboration et cet accord militaire. Donc c'est le premier fournisseur en armement algérien, cette confiance aussi. Donc l'Algérie est parmi les seuls pays qui a détenu le système anti-aérien S-400. Donc, il y a, je reviens sur ces alliances stratégiques et même aujourd'hui vitales quelque part, parce que ça permettrait effectivement d'avoir un équilibre des pouvoirs à l'échelle mondiale, et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, post-Covid, parce que le Covid y est pour quelque chose aussi. Il a précipité ces positionnements, ces alliances, ou l'émergence de ce nouvel ordre mondial dans lequel l'intérêt des groupes prime, et d'ailleurs, c'est ce qui augure aussi le changement quasiment de paradigme des relations internationales, notamment avec, on va dire, l'exclusion de l'unilatéralisme vers le bilatéral ou même le multilatéral et ses alliances par des groupes pour des intérêts communs et collectifs. C'est très clair. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Monsieur Bédis Khlissa, qui était avec nous par Skype en direct de Paris, notre expert en politique internationale. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Nous remercions aussi nos chers téléspectateurs pour leur bonne attention. Nous arrivons à la fin du débat de l'actualité de cette semaine. Nous vous retrouvons dans un autre dossier la semaine prochaine. Au revoir.